L'automne de 1909 étendait ses bras dorés sur Bordeaux, transformant les feuilles des platanes en un tapis chatoyant le long des quais de la Garonne. Dans le quartier huppé des Chartrons, la majestueuse demeure des Lefebvre se dressait comme un témoignage de l'opulence bourgeoise de l'époque. Ses murs de pierre blonde, ornés de balcons en fer forgé, reflétaient la richesse accumulée grâce au commerce du vin qui avait fait la fortune de la famille depuis 3 générations. Ce matin-là, un brouhaha inhabituel régnait dans la grande demeure. Monsieur Laurent Lefebvre, un homme corpulent aux favoris impeccablement taillés, arpentait le salon principal d'un pas nerveux. Sa redingote de velours noir, soigneusement brossée, témoignait de son rang social élevé, tandis que sa montre à gousset en or brillait à la lumière des lustres en cristal de baccarat. « Isabelle, ma chère épouse », lança-t-il d'une voix grave qui résonnait dans les hauts plafonds ornés de moulures, « le photographe sera là dans 1 heure. Assurez-vous que les enfants soient présentables et que cette petite soit également prête. » Madame Isabelle Lefebvre, une femme élégante aux cheveux châtain clair relevés en un chignon sophistiqué, ajustait les plis de sa robe de soie vert émeraude. Ses bijoux, un collier de perles et des boucles d'oreilles assorties, captaient la lumière matinale qui filtrait à travers les rideaux de brocart. Elle leva les yeux de son ouvrage de broderie, un léger pli soucieux barrant son front poudré. « Vous parlez de Sophie, je présume » répondit-elle d'un ton mesuré. « Cet enfant devient de plus en plus étrange, Laurent. Hier encore, la cuisinière l'a trouvée dans la cave, parlant toute seule devant le mur humide. Dans l'escalier de service, une silhouette menue descendait silencieusement les marches de bois usées. Sophie Martin, 13 ans à peine, portait une robe de coton gris délavé, qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux bruns, toujours soigneusement tressés malgré sa condition, encadraient un visage pâle, aux traits fins, mais marqué par une tristesse inhabituelle pour son âge. Ses yeux, d'un bleu délavé comme l'eau de la Garonne par temps d'orage, semblaient porter le poids d'un secret trop lourd pour ses jeunes épaules. Elle serrait contre sa poitrine un petit ballot de linge propre, ses mains rougies par les lessives répétées, témoignant du labeur quotidien qui était devenu son lot depuis l'arrivée dans cette maison 6 mois auparavant. Autour de son cou, à demi dissimulé sous le col de sa robe, brillait discrètement un médaillon en argent terni, le seul souvenir tangible de sa mère disparue. Sophie appela sèchement Madame Roux, la gouvernante, depuis le hall d'entrée. Cette femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris fer tirés en arrière et au visage austère, dirigeait la maisonnée d'une main de fer. « Dépêche-toi donc, monsieur et madame ont besoin de toi pour la photographie. » La jeune fille pressa le pas, ses chaussures de cuir fatiguées résonnant faiblement sur le parquet ciré. Dans le grand salon, elle découvrit un spectacle qui lui rappela cruellement sa condition. La famille Lefebvre se préparait à immortaliser sa grandeur, et elle n'était qu'un accessoire dans ce tableau de respectabilité bourgeoise. Bernard Lefebvre, l'aîné de 18 ans, ajustait sa cravate devant le grand miroir doré. Ses cheveux blonds impeccablement peignés et son costume 3 pièces, en laine fine, faisaient de lui le parfait héritier d'une dynastie marchande. Il jetait parfois des regards hautains vers Sophie, comme s'il évaluait la valeur d'un objet. Louise, 15 ans, était l'image même de l'élégance juvénile de l'époque. Sa robe de mousseline blanche, ornée de dentelles de Valenciennes, mettait en valeur sa silhouette délicate. Ses boucles châtaines, soigneusement arrangées par sa femme de chambre personnelle, encadraient un visage aux traits réguliers où se lisait déjà cette assurance que confère la richesse héréditaire. La petite Claire, à peine 8 ans, sautillait dans sa robe de velours bleu marine, ses joues roses d'excitation. Ses grands yeux verts brillaient de cette innocence que seuls possèdent les enfants qui n'ont jamais connu le manque. Elle tenait dans ses bras une poupée de porcelaine aux cheveux dorés, cadeau de son dernier anniversaire. « Ah, Sophie !» s'exclama Monsieur Lefebvre en la voyant entrer. « Parfait. Vous prendrez le petit Édouard dans vos bras pour la photographie. Il faut que l'on voie que nous prenons soin de nos domestiques et de leur progéniture. » Le petit Édouard, âgé de seulement 6 mois, était le dernier-né de la famille, l'héritier tant attendu qui assurerait la continuité du nom.
Emmailloté dans des langes de lin brodé, il dormait paisiblement dans son berceau d'acajou sculpté, ignorant les préparatifs qui s'agitaient autour de lui. Sophie s'approcha du berceau avec une délicatesse naturelle, ses gestes révélant une tendresse instinctive malgré les circonstances. Lorsqu'elle souleva l'enfant, celui-ci ouvrit ses yeux bleus et lui sourit avec cette candeur propre au tout petit. Pour un instant, le visage de Sophie s'illumina, révélant la beauté qu'elle aurait pu avoir si les circonstances avaient été différentes. Le photographe, M. Dubois, un homme sec aux lunettes cerclées de métal qui venait de Paris spécialement pour l'occasion, installait son imposant appareil photographique sur son trépied. L'objectif en laiton brillant semblait scruter la scène avec l'œil impitoyable de la vérité. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix nasillarde, nous allons procéder à plusieurs clichés. Je vous demande de rester parfaitement immobile pendant la prise de vue. Le temps de pause sera d'environ 30 secondes. » La famille se disposa selon les instructions du photographe. Monsieur Lefebvre, debout derrière sa femme assise dans un fauteuil de velours rouge, posa une main protectrice sur son épaule. Madame Lefebvre, le dos droit et le regard fier, tenait un éventail en nacre qu'elle n'ouvrit pas. Bernard se plaça légèrement en retrait, adoptant cette pose désinvolte que les jeunes gens fortunés cultivaient avec soin. Louise, assise sur un pouf brodé, arrangea les plis de sa robe avec une grâce étudiée. La petite Claire, debout près de sa mère, serrait sa poupée contre elle en essayant de réprimer ses sourires, et Sophie, légèrement à l'écart, tenait le petit Édouard avec une tendresse protectrice qui contrastait douloureusement avec sa position de marginal dans ce tableau familial. Le médaillon de sa mère, à demi visible sous le col de sa robe, captait parfois un reflet de lumière qui semblait le faire scintiller comme une étoile solitaire. « Parfait !» s'exclama le photographe en disparaissant sous le voile noir de son appareil. « 1, 2, 3, ne bougez plus !» Le déclic résonna dans le silence du salon, immortalisant cet instant figé où se mêlaient l'opulence et la misère, la légitimité et l'abandon, l'amour et l'indifférence. Dans cette fraction de seconde, l'objectif captura bien plus que les visages et les costumes. Il saisit l'essence même des rapports sociaux de cette époque, où les destinées se croisaient sans jamais vraiment se rencontrer. Mais dans les yeux de Sophie, fixés droit vers l'objectif avec une intensité troublante, se lisait quelque chose que ni le photographe ni la famille ne remarquèrent sur le moment. Une lueur de défi mêlée à une douleur profonde, comme si elle regardait non pas l'objectif, mais au-delà, vers un avenir où les comptes seraient réglés. Lorsque la séance fut terminée, chacun reprit ses occupations habituelles. Les Lefebvre retournèrent à leur quotidien doré, Sophie regagna les cuisines avec le petit Édouard, et le photographe remballa son matériel en promettant de livrer les épreuves dans les jours suivants. Mais dans l'atmosphère feutrée de la demeure, quelque chose avait changé. Comme si l'acte de fixer cette image avait libéré des forces jusqu'alors contenues, révélant les failles d'un édifice social en apparence inébranlable. Cette nuit-là, Sophie se retrouva seule dans la petite chambre qu'elle partageait avec deux autres domestiques sous les combles. Assise sur son lit de fer étroit, elle contemplait le médaillon de sa mère à la lueur d'une chandelle vacillante. Le bijou, bien qu'abîmé, conservait encore quelques traces de sa beauté passée, des gravures florales délicates et, à l'intérieur, une petite photographie de Marie Martin, prise quelques années auparavant. Sur ce portrait miniature, sa mère souriait avec cette douceur qui avait éclairé l'enfance de Sophie. Marie Martin avait été une femme d'une beauté simple mais touchante, avec ces mêmes yeux bleus que sa fille avait hérités. Ses cheveux bruns, toujours soigneusement coiffés malgré sa condition modeste, encadraient un visage aux traits fins où se lisait une bonté naturelle. « Maman ?» murmura Sophie en effleurant la photographie du bout des doigts. « Où êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous laissé seule avec ces gens ?» Le vent d'automne faisait gémir les poutres de la charpente, créant une mélodie plaintive qui semblait répondre aux questions de la jeune fille. Dehors, Bordeaux s'endormait sous un ciel étoilé, ignorant le drame qui se jouait entre les murs de pierre blonde de la demeure Lefebvre. Dans les cuisines, les domestiques chuchotaient à voix basse en préparant le souper.
Marguerite, la cuisinière, une femme ronde aux joues rouges qui avait pris Sophie sous son aile protectrice, essuyait ses mains sur son tablier en fronçant les sourcils. « Cette petite me fait de la peine », confia-t-elle à Henri, le valet de chambre de Monsieur Lefebvre. « Depuis qu'elle est arrivée, elle n'a pas versé une seule larme. C'est pas normal pour un enfant qui a perdu sa mère. » Henri, un homme discret aux cheveux grisonnants qui servait la famille depuis 15 ans, secoua la tête d'un air pensif. « Il se passe des choses bizarres dans cette maison, Marguerite. Hier soir, j'ai entendu des bruits étranges venant du grenier, comme des pas. Mais personne n'y monte jamais. »« Des pas ?» répéta la cuisinière en baissant instinctivement la voix. « Tu crois que c'est... »« Je ne crois rien du tout, » coupa Henri fermement. « Mais cette histoire avec la mère de Sophie, ça ne me dit rien qui vaille. Une femme qui disparaît comme ça, du jour au lendemain, sans laisser de traces. » Les deux domestiques échangèrent un regard entendu. Ils n'étaient pas les seuls à se poser des questions sur les circonstances mystérieuses entourant la disparition de Marie Martin. Dans les quartiers populaires de Bordeaux, les langues se déliaient et les rumeurs couraient comme le vent dans les ruelles pavées. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Le lendemain matin, Bordeaux s'éveillait dans la brume automnale qui montait de la Garonne. Les quais s'animaient déjà de l'activité portuaire, dockers déchargeant les navires marchands, négociants inspectant leurs cargaisons de vin, carrioles tirées par des chevaux aux sabots résonnant sur les pavés humides. L'odeur caractéristique du fleuve, mélange d'eau salée, de bois mouillé et de goudron, se mêlait aux effluves des boulangeries qui commençaient leur journée. Dans le quartier des Chartrons, les domestiques des grandes maisons vaquaient à leurs occupations matinales. Sophie Martin, levée avant l'aube, selon son habitude, balayait les marches de pierre de l'entrée principale de la demeure Lefebvre. Ses gestes mécaniques témoignaient d'une routine déjà bien établie, malgré ses quelques mois de service dans cette maison. « Sophie » appela Madame Roux depuis le hall. « Quand vous aurez terminé, vous vous occuperez du petit Édouard. Madame Lefebvre doit se rendre chez sa couturière ce matin. » La jeune fille acquiesça silencieusement, puis leva les yeux vers les fenêtres du premier étage, où elle aperçut la silhouette de Madame Lefebvre, déjà habillée pour sa sortie. Sa robe de drap bleu marine, ornée de brandebourgs dorés, et son chapeau orné de plumes d'autruche témoignaient de son rang social. Même pour une simple visite chez sa couturière, elle s'habillait comme pour paraître dans les salons les plus huppés de la ville. Pendant ce temps, dans son bureau lambrissé qui donnait sur les jardins à la française de la propriété, Monsieur Lefebvre examinait sa correspondance matinale. Les lettres s'empilaient sur son bureau d'acajou marqué « Facture de ses fournisseurs, commande de négociants parisiens, nouvelles de ses vignobles dans le Médoc. » Mais ce matin-là, une enveloppe sans timbre attira particulièrement son attention. L'écriture, tracée à l'encre violette d'une main manifestement féminine, lui était inconnue. Aucun expéditeur n'était mentionné au dos. Laurent Lefebvre fronça les sourcils et décacheta l'enveloppe avec son coupe-papier en ivoire. Le message rédigé sur un papier de qualité médiocre ne comportait que quelques lignes. « Monsieur, certaines vérités finissent toujours par éclater au grand jour. Marie Martin n'était pas partie à Marseille comme vous le prétendez. Quelqu'un sait ce qui lui est réellement arrivé. Une âme charitable. » Les mains de Laurent Lefebvre tremblèrent légèrement, tandis qu'il relisait le billet. Ses favoris, impeccablement taillés, ne parvenaient pas à dissimuler la pâleur soudaine qui avait envahi son visage. Il se leva brusquement de son fauteuil en cuir, froissa la lettre et la jeta dans l'âtre où brûlait un feu de cheminée. Les flammes dévorèrent rapidement le papier, mais les mots semblaient gravés dans la mémoire du maître de maison. Il se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les jardins et observa Sophie, qui étendait du linge sur les cordes tendues entre les tilleuls. La jeune fille, inconsciente d'être observée, fredonnait une mélodie mélancolique tout en accrochant les draps blancs qui claquaient dans la brise matinale. « Cette petite sait-elle quelque chose ?» murmura-t-il pour lui-même, ses doigts tapotant nerveusement le rebord de la fenêtre. À l'autre bout de Bordeaux, dans le quartier populaire de Sainte-Croix, la nouvelle de la disparition de Marie Martin continuait d'alimenter les conversations. Dans l'arrière-boutique de l'épicerie Durand, lieu traditionnel des commérages de quartier,
Plusieurs femmes s'étaient réunies autour d'un café matinal. « Moi, je vous le dis, » déclarait Madame Pauline, la blanchisseuse, en agitant sa cuillère dans sa tasse. « Cette Marie, elle n'était pas du genre à abandonner sa fille comme ça. Elle l'adorait, cette petite Sophie. » Et puis, renchérit Madame Germaine, l'épouse du boulanger. On l'a vue partir avec une petite valise, mais ses affaires sont encore dans sa chambre chez les Moreau, qui part en voyage en laissant tous ses biens derrière soi. Madame Durand, la propriétaire de l'épicerie, une femme fine aux cheveux gris qui connaissait tous les secrets du quartier, se pencha vers ses clientes en baissant la voix. « J'ai entendu dire qu'elle avait découvert quelque chose sur son patron, des affaires louches concernant ses voyages à l'étranger. Paraît qu'il ne vendait pas que du vin, si vous voyez ce que je veux dire. » Les trois femmes échangèrent des regards complices. Dans cette France de 1909, où les scandales politiques et financiers éclaboussaient régulièrement la bourgeoisie, rien n'était impossible. Les affaires Dreyfus et Panama étaient encore dans toutes les mémoires, et la méfiance envers les puissants était devenue une seconde nature chez les gens du peuple. Et maintenant, continua Madame Durand, sa petite-fille se retrouve chez les Lefebvre. Comme c'est pratique, plus de témoins gênants dans les parages. Dans la demeure des Chartrons, Sophie venait de terminer sa lessive et se dirigeait vers la nurserie où l'attendait le petit Édouard. La pièce, décorée de papier peint à motifs de berger et bergère, baignait dans la lumière douce qui filtrait à travers les rideaux de lin brodé. Le mobilier, commandé spécialement à un ébéniste parisien, témoignait du soin particulier apporté à l'héritier de la famille. L'enfant, réveillé depuis peu, gazouillait dans son berceau en agitant ses petites mains potelées. Lorsqu'il aperçut Sophie, son visage s'illumina d'un sourire édenté qui réchauffait le cœur de la jeune fille. C'était peut-être le seul être dans cette maison qui la regardait avec une affection sincère. « Bonjour, mon petit prince », murmura Sophie en se penchant vers lui. « As-tu bien dormi ?» Elle le prit délicatement dans ses bras et s'installa dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre. Édouard, blotti contre elle, semblait apaisé par sa présence. Sophie commença à fredonner une berceuse que sa mère lui chantait autrefois. « Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira tantôt. » Sa voix douce résonnait dans la nurserie, créant une bulle de tendresse dans l'atmosphère tendue de la maison. Mais soudain, elle s'interrompit. Par la fenêtre, elle venait d'apercevoir une silhouette familière dans la rue, Madame Pauline, la blanchisseuse qui avait connu sa mère. La femme s'était arrêtée devant la grille de la propriété et regardait vers les fenêtres de la demeure. Lorsque leurs regards se croisèrent, Madame Pauline porta discrètement sa main à son cœur, dans un geste de compassion et d'encouragement. Puis elle reprit sa route, mais non sans avoir jeté un dernier coup d'œil vers la maison. Ce simple échange de regards réveilla en Sophie une émotion qu'elle s'efforçait de réprimer depuis son arrivée chez les Lefebvre. Elle serra le petit Édouard contre elle et sentit les larmes monter à ses yeux. « Maman, » chuchota-t-elle, « donnez-moi la force de tenir bon. Je sais que vous n'êtes pas parti volontairement. Je trouverai la vérité, je vous le promets. » L'après-midi venu, Sophie profita d'un moment de répit pour se rendre au grenier, lieu qu'elle n'avait encore jamais exploré. Les marches de bois grincèrent sous ses pas légers, tandis qu'elle montait vers les combles de la demeure. L'air y était lourd et poussiéreux, chargé de l'odeur du bois vieilli et des étoffes oubliées. Le grenier était encombré de malles, de meubles recouverts de draps blancs, de tableaux retournés contre les murs et de cartons étiquetés. C'était le cimetière des souvenirs de la famille Lefebvre, l'endroit où s'accumulaient les traces d'une prospérité héréditaire. Sophie avança prudemment entre les obstacles, guidée par la lumière poussiéreuse qui filtrait à travers une lucarne. Soudain, son attention fut attirée par une malle ouverte dans un coin reculé. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvaient des vêtements féminins, robes de coton, tabliers, châles. Le cœur de Sophie se mit à battre plus fort. Ces vêtements lui rappelaient étrangement ceux de sa mère. Elle s'agenouilla près de la malle et examina plus attentivement son contenu. Au fond, enveloppée dans un mouchoir brodé,
Elle découvrit un peigne en écaille que sa mère portait toujours dans ses cheveux. « Non !» murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Elle saisit le peigne de ses mains tremblantes et le pressa contre son cœur. C'était bien celui de Marie Martin, elle en était certaine. Mais que faisait-il ici, dans le grenier des Lefebvre? Un bruit de pas dans l'escalier la fit sursauter. Rapidement, elle remit le peigne à sa place, referma la malle et se dirigea vers la lucarne comme si elle admirait la vue sur Bordeaux. Madame Roux apparut en haut des marches, essoufflée par la montée. « Sophie, que faites-vous donc ici ?»« J'admirais la vue sur la ville, madame, » répondit Sophie, en s'efforçant de contrôler sa voix. « C'est si beau d'ici. » La gouvernante la dévisagea d'un air soupçonneux, puis balaya le grenier du regard, comme pour s'assurer que rien n'avait été dérangé. « Ce n'est pas un endroit pour vous. Redescendez immédiatement et occupez-vous plutôt du petit Édouard. Madame Lefebvre va bientôt rentrer. » Sophie acquiesça et se dirigea vers l'escalier, mais avant de descendre, elle jeta un dernier regard vers la malle mystérieuse. Dans ce regard se lisait une détermination nouvelle, comme si la découverte du peigne avait allumé en elle une flamme que plus rien ne pourrait éteindre. Ce soir-là, pendant que la famille dînait dans la salle à manger, éclairée par les candélabres d'argent, Sophie servait à table en observant discrètement chaque membre de la famille Lefebvre. Monsieur Laurent semblait particulièrement nerveux, jouant sans cesse avec sa serviette et lançant des regards furtifs vers les domestiques. « Laurent, vous semblez soucieux ce soir », remarqua Madame Lefebvre en portant délicatement sa cuillère à ses lèvres. « Quelque chose vous préoccupe ? » « Non, ma chère, rien d'important, simplement des affaires qui nécessitent mon attention. » Mais Sophie avait remarqué la sueur qui perlait sur le front de Monsieur Lefebvre, malgré la fraîcheur automnale qui régnait dans la pièce. Elle avait également noté comment ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il portait son verre de vin à ses lèvres. Bernard, l'aîné, dissertait avec ennui sur ses études de droit à l'université de Bordeaux, tandis que Louise racontait sa visite chez une amie de son âge dans le quartier de Codéran. La petite Claire, fatiguée par sa journée, piquait du nez dans son assiette de potage aux légumes. « Sophie » l'interpella soudain Madame Lefebvre. « Demain, vous accompagnerez Louise à sa leçon de piano chez Madame Dubois. Elle a besoin d'une gouvernante pour porter ses partitions. »« Oui, madame » répondit Sophie avec une révérence polie. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Cette découverte dans le grenier ouvrait des perspectives terrifiantes sur ce qui avait pu arriver à sa mère. Et si Marie Martin n'était jamais partie pour Marseille? Si elle n'avait même jamais quitté cette maison? La nuit venue, Sophie ne trouvait pas le sommeil. Allongée sur son lit étroit, elle écoutait les bruits de la demeure qui s'endormait, le tic-tac de la grande horloge du hall, le craquement des boiseries qui travaillaient, le vent dans les arbres du jardin. Mais soudain, un autre bruit attira son attention. Des pas, lents, mesurés, qui semblaient venir du grenier. Puis, un grincement de plancher, comme si quelqu'un marchait là-haut avec précaution. Sophie se redressa dans son lit, le cœur battant. Qui pouvait bien se promener dans les combles à cette heure tardive? Elle se leva silencieusement et entr'ouvrit la porte de sa chambre. Le couloir des domestiques était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la pâle lueur de la lune qui filtrait à travers une fenêtre. Les bruits provenaient bien du grenier. Elle en était maintenant certaine. Rassemblant son courage, Sophie se glissa hors de sa chambre et se dirigea vers l'escalier qui menait au comble. Chaque marche lui semblait grincer plus fort que d'habitude, trahissant sa présence malgré ses précautions. Mais les bruits continuaient là-haut, comme si celui qui s'y trouvait était trop occupé pour prêter attention au grincement du plancher. Arrivée devant la porte du grenier, Sophie colla son oreille contre le bois. Les bruits s'étaient tus. Un silence absolu régnait maintenant dans les combles. Elle attendit quelques instants, retenant sa respiration, puis tourna délicatement la poignée. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Le grenier était plongé dans une obscurité totale, seulement percé par quelques raies de lune qui filtraient à travers la lucarne. Sophie avança à tâtons, se dirigeant vers la malle qu'elle avait découverte dans l'après-midi. Mais lorsqu'elle l'atteignit,
Elle découvrit avec stupéfaction que la malle avait été déplacée. Elle se trouvait maintenant au centre du grenier, ouverte, et son contenu était éparpillé sur le sol comme si quelqu'un avait fouillé dedans avec hâte. Au milieu des vêtements dispersés, quelque chose brillait à la lumière de la lune. Sophie s'agenouilla et découvrit une lettre, pliée en 4, sur laquelle elle put distinguer l'écriture de sa mère. Ses mains tremblant d'émotion, elle déplia le papier et tenta de déchiffrer les mots dans la pénombre. Ce qu'elle lut la glace d'effroi. « Ma chère Sophie, si tu lis cette lettre, c'est que mes soupçons se sont avérés fondés et que je ne suis plus là pour te protéger. J'ai découvert quelque chose de terrible concernant Monsieur Lefebvre et ses affaires. Les caisses qu'il fait transporter la nuit ne contiennent pas que du vin. J'ai vu des armes, des munitions et des documents en allemand. Il vend des informations militaires aux Prussiens. J'ai caché les preuves dans notre ancienne chambre, sous la lame de parquet qui grince près de la fenêtre. Sophie, ma chérie, méfie-toi de tout le monde dans cette maison. Personne n'est celui qu'il prétend être. Ton père n'est pas mort comme je te l'ai dit. Laurent Lefebvre est ton père, mais il ne le sait pas. Tu es sa fille, née de notre amour secret quand j'étais encore jeune et naïve. Je t'aime plus que ma propre vie, ta maman qui t'aimera toujours, Marie. » Sophie relut la lettre 3 fois, avant que les mots ne s'impriment véritablement dans son esprit. Chaque phrase était comme un coup de poignard qui déchirait tout ce qu'elle croyait savoir de son existence. Laurent Lefebvre, son père, l'homme qui la traitait comme une servante, qui ne la regardait même pas quand elle servait à table, était son propre père. Ses jambes se dérobèrent sous elle, et elle s'effondra sur le plancher poussiéreux du grenier. Le médaillon de sa mère, qu'elle portait toujours autour du cou, semblait peser soudain des tonnes. Elle l'ouvrit d'une main tremblante et contempla le visage souriant de Marie Martin, comme elle lui semblait lointaine maintenant, cette femme qui avait emporté tant de secrets dans la tombe, car Sophie ne se faisait aucune illusion. Sa mère était morte. Les vêtements dans la malle, cette lettre cachée, tout indiquait que Marie Martin n'avait jamais quitté cette maison vivante. Un bruit de pas dans l'escalier la fit sursauter violemment. Quelqu'un montait vers le grenier. Sophie froissa précipitamment la lettre et la glissa dans son corsage, puis se cacha derrière une pile de cartons, juste au moment où la porte s'ouvrait. À sa grande surprise, ce ne fut pas Madame Roux qui apparut, mais Bernard Lefebvre, une lampe à pétrole à la main. Le jeune homme avança prudemment dans le grenier, balayant l'espace de sa lumière vacillante. Il était vêtu d'une robe de chambre de soie bordeaux et de pantoufles en cuir, manifestement tirées de son lit. « Maudit soit ce grenier !» marmonna-t-il en se dirigeant vers la malle béante. « Père va être furieux si quelqu'un découvre. » Il s'agenouilla près des vêtements éparpillés et commença à les rassembler avec des gestes nerveux. Sophie retint sa respiration, terrifiée à l'idée d'être découverte. De sa cachette, elle pouvait voir le profil tendu de Bernard, ses traits fins crispés par l'inquiétude. « Où est cette maudite lettre ?» murmura-t-il en fouillant parmi les effets de Marie Martin. « Père a dit qu'elle avait caché quelque chose d'important. » Sophie sentit son cœur s'arrêter de battre. Il cherchait la lettre. Bernard et son père savaient donc son existence. Cela voulait dire qu'il connaissait la vérité sur la disparition de sa mère et probablement bien plus encore. Bernard continua ses recherches quelques minutes, puis abandonna avec un juron étouffé. Il replaça tant bien que mal les vêtements dans la malle, la referma et la remit à sa place initiale. Avant de repartir, il promena sa lampe dans tout le grenier, comme s'il vérifiait qu'aucune trace de sa présence ne subsistait. Sophie attendit longtemps après que ses pas se soient éloignés avant de sortir de sa cachette. Ses membres étaient ankylosés par l'immobilité et la peur, mais son esprit bouillonnait d'une énergie nouvelle. Elle tenait enfin un fil conducteur, une piste qui pourrait la mener à la vérité. Le reste de la nuit lui parut interminable. Allongée sur son lit, elle tournait et retournait dans sa tête les révélations contenues dans la lettre de sa mère. Laurent Lefebvre, son père. Cet homme froid et hautain qui dirigeait sa maisonnée d'une main de fer. Comment sa mère, si douce et si pure,
Avait-elle pu tomber amoureuse d'un tel homme? Et pourtant, maintenant qu'elle y réfléchissait, certains détails prenaient un sens nouveau. La couleur de ses yeux, ce bleu délavé, qui était exactement celui de Monsieur Lefebvre. La forme de ses mains, longues et fines, semblables à celles de Bernard et Louise, même sa facilité naturelle avec le petit Édouard trouvait une explication. Ils étaient demi-frères. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Le lendemain matin arriva avec sa routine habituelle, mais pour Sophie, tout avait changé. Chaque geste, chaque regard, chaque parole échangée dans la demeure prenait une dimension nouvelle à la lumière de ce qu'elle avait appris. Quand elle servit le petit déjeuner dans la salle à manger, elle observa Laurent Lefebvre avec une intensité nouvelle. L'homme lisait son journal en sirotant son café, ses favoris impeccablement taillés, encadrant un visage aux traits nobles mais durs. Ces mêmes mains qu'elle avait héritées, tournèrent les pages avec une élégance aristocratique. Comment pouvait-il rester si impassible alors qu'il savait ce qui était arrivé à Marie Martin? « Sophie, l'interpella soudain Madame Lefebvre, vous accompagnerez Louise chez sa professeure de piano cet après-midi. Tâchez de vous tenir correctement en société. »« Oui, madame, » répondit Sophie avec une révérence, mais sa voix tremblait légèrement. Louise leva les yeux de son bol de chocolat chaud et dévisagea Sophie avec cette curiosité détachée qu'elle lui témoignait parfois. À 15 ans, elle possédait déjà cette assurance que confère une éducation raffinée, mais aussi une perspicacité qui n'échappait pas à Sophie. « Vous avez l'air fatiguée, Sophie. Vous dormez mal. »« Non, mademoiselle Louise, tout va bien. » Mais Louise continua de l'observer, comme si elle percevait quelque chose de différent dans l'attitude de la jeune domestique. Ses grands yeux verts, si semblables à ceux de sa mère, semblaient scruter l'âme de Sophie. L'après-midi venu, Sophie accompagna Louise dans les rues pavées de Bordeaux jusqu'au conservatoire où avait lieu sa leçon de piano. La promenade lui offrait une occasion inespérée de sortir de la demeure et de réfléchir à la situation dans laquelle elle se trouvait. Bordeaux s'étalait sous le soleil automnal dans toute sa splendeur architecturale. Les façades de pierre blonde des hôtels particuliers reflétaient la lumière dorée, tandis que les platanes bordant les avenues commençaient à revêtir leur couleur d'automne. Sur les quais, l'animation portuaire battait son plein. Navires déchargeant leurs cargaisons, marchands négociant leurs affaires, carrioles sillonnant les rues dans un ballet incessant. « Sophie, » dit soudain Louise, tandis qu'elle longeait les jardins publics, « vous souvenez-vous de votre mère ?» La question prit Sophie au dépourvu. Louise n'avait jamais manifesté d'intérêt pour sa situation personnelle auparavant. « Oui, mademoiselle. » Pourquoi cette question? Par curiosité, elle était jolie. Sophie sentit sa gorge se serrer. Très jolie, mademoiselle. Et très bonne. Et elle vous manque? Chaque jour, mademoiselle. Louise hocha la tête d'un air pensif, puis n'ajouta rien. Mais Sophie avait remarqué quelque chose d'étrange dans le regard de la jeune fille, comme si elle savait plus de choses qu'elle ne le laissait paraître. Le conservatoire de musique se trouvait dans un élégant hôtel particulier du XVIIIe siècle, transformé en institution d'enseignement artistique pour les jeunes filles de bonne famille. Sophie attendit dans l'antichambre pendant que Louise prenait sa leçon, écoutant les gammes et les études qui s'échappaient des différentes salles de cours. C'est là, dans ce lieu dédié à l'art et à la beauté, que Sophie prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans l'ignorance, à servir une famille qui détenait les clés du mystère entourant la disparition de sa mère. Il lui fallait agir, chercher les preuves dont parlait la lettre, démasquer les secrets que cachaient les Lefebvre. Mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas mener cette enquête seule. Il lui faudrait des alliés, des personnes en qui elle pourrait avoir confiance dans cette ville où tout semblait tourner autour de l'influence de la famille Lefebvre. Le soir même, profitant d'un moment où les maîtres de maison étaient sortis pour une réception chez des amis, Sophie redescendit discrètement dans les cuisines. Marguerite, la cuisinière, préparait le souper des domestiques, ses joues rouges luisant de sueur dans la chaleur du fourneau. « Marguerite, » commença Sophie d'une voix hésitante,
Puis-je vous poser une question sur ma mère ?» La femme corpulente leva les yeux de sa casserole et dévisagea Sophie avec attention. Elle avait toujours eu un faible pour cette petite orpheline si courageuse, et quelque chose dans son ton lui fit comprendre que ce n'était pas une question anodine. « Bien sûr, ma petite. Que veux-tu savoir? Elle vous a déjà parlé de mon père ?» Marguerite posa sa cuillère et essuya ses mains sur son tablier. Elle jeta un coup d'œil vers la porte pour s'assurer qu'elles étaient seules, puis s'approcha de Sophie. « Pourquoi cette question, petite ? J'ai trouvé quelque chose qui m'appartient, quelque chose qui me fait penser que ma mère ne m'a pas dit toute la vérité sur mes origines. » La cuisinière poussa un long soupir et s'assit sur un tabouret près de Sophie. « Ta mère était une femme bien, Sophie, mais elle avait ses secrets, comme tout le monde. Je me souviens qu'il y a quelques années, avant ton arrivée ici, elle avait l'air troublée. Elle parlait souvent d'un homme qui l'avait abandonnée, d'une erreur de jeunesse qu'elle payait encore. Elle a dit qui c'était? Non, jamais de nom. Mais... » Marguerite hésita, comme si elle pesait le pour et le contre de ses paroles. « Il y a eu des rumeurs dans le quartier, des gens qui disaient l'avoir vue, il y a longtemps, en compagnie d'un homme bien habillé, un bourgeois. » Sophie sentit son cœur battre plus fort. Quel genre d'homme? Un homme d'un certain âge, avec des favoris, quelqu'un d'important, d'après ce qu'on disait. Mais tu sais ce que valent les ragots. Avant que Sophie puisse poser d'autres questions, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait les fit sursauter. Les Lefebvre rentraient plus tôt que prévu de leur soirée. Marguerite se releva précipitamment et retourna à ses fourneaux, tandis que Sophie filait vers l'escalier de service. Mais au moment où elle atteignait le premier étage, elle entendit des voix qui provenaient du bureau de M. Lefebvre. La porte était entr'ouverte et les paroles parvenaient distinctement jusqu'à elle. Elle reconnut la voix de Laurent Lefebvre, mais aussi celle d'un homme qu'elle ne connaissait pas. « La situation devient délicate, Laurent », disait l'inconnu, avec un léger accent qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Nos amis de Berlin s'impatientent. Les livraisons de la semaine dernière n'ont pas eu lieu comme convenu. »« Je sais, Herr Wagner », répondit Laurent Lefebvre d'une voix tendue. « Mais avec cette histoire de la domestique qui a disparu, je dois faire attention. Si quelqu'un découvrait nos opérations, justement, cette Marie Martin, vous êtes sûr qu'elle ne parlera plus. » Il y eut un silence glacial, puis la voix de Laurent Lefebvre, plus basse, mais parfaitement audible. « Elle ne parlera plus jamais. Jamais. » Sophie sentit ses jambes se dérober sous elle. Cette confirmation de ses pires craintes la frappa comme un coup de massue. Sa mère était bien morte, et Laurent Lefebvre était responsable de sa disparition. Son propre père avait tué la femme qu'il avait aimée pour protéger ses sombres activités. Elle s'appuya contre le mur pour ne pas tomber, luttant contre la nausée qui montait en elle. Dans le bureau, la conversation continuait, révélant peu à peu l'ampleur du réseau d'espionnage que dirigeait Laurent Lefebvre. Des noms de villes étaient mentionnés, Strasbourg, Metz, Nancy, des références à des mouvements de troupes, à des fortifications, à des plans militaires. Laurent Lefebvre n'était pas seulement un négociant en vin prospère. C'était un traître qui vendait les secrets de la France à l'Empire allemand, profitant de ses relations commerciales pour organiser un réseau d'espionnage qui s'étendait sur toute la frontière de l'Est. Et Marie Martin l'avait découvert. « La petite Sophie pose-t-elle un problème ?» demanda l'homme appelé Herr Wagner. « Non », répondit Laurent Lefebvre après une hésitation. « C'est une enfant. Elle ne sait rien et même si elle savait, qui la croirait? Une petite domestique orpheline contre une famille respectée de Bordeaux. Méfiez-vous, Laurent. Les enfants voient souvent plus que les adultes ne le croient. Et celle-ci a les mêmes yeux que vous. Les gens finiront par remarquer la ressemblance. » Sophie étouffa un cri de stupeur. Herr Wagner savait. Il savait qu'elle était la fille de Laurent Lefebvre. « C'est impossible, » protesta Laurent. « Marie n'a jamais rien dit, et la petite ignore tout. » Peut-être. Mais Marie avait-elle des lettres, des preuves de votre liaison? Un nouveau silence s'installa, plus lourd que le précédent. « Je ne sais pas, » admit finalement Laurent. « Elle a peut-être caché quelque chose. Bernard fouille régulièrement ses affaires, mais sans succès jusqu'à présent.
Il faudra être plus méthodique et, si nécessaire, prendre des mesures définitives concernant la petite. Sophie n'en entendit pas davantage. Elle s'éloigna silencieusement de la porte et monta vers sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Elle avait maintenant la confirmation de tout ce qu'elle soupçonnait, mais elle se retrouvait dans une situation encore plus dangereuse qu'elle ne l'imaginait. Non seulement Laurent Lefebvre avait tué sa mère, mais il dirigeait un réseau d'espionnage au profit de l'Allemagne. Et maintenant, elle était elle-même en danger. Herr Wagner avait raison. Elle ressemblait trop à son père biologique pour que la vérité reste cachée longtemps. Cette nuit-là, Sophie ne ferma pas l'œil. Allongée sur son lit étroit, elle élaborait un plan. Il lui fallait récupérer les preuves cachées par sa mère, mais surtout, elle devait sortir de cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Car une certitude s'imposait maintenant à elle. Si Laurent Lefebvre avait tué Marie Martin pour protéger ses secrets, il n'hésiterait pas à faire de même avec elle. Le médaillon de sa mère, serré dans sa main, lui semblait brûlant comme un charbon ardent. Il renfermait peut-être le seul souvenir authentique qui lui restait de Marie Martin, mais il était aussi le symbole d'un amour tragique qui avait conduit à la mort de sa mère. À l'aube, Sophie avait pris sa décision. Elle partirait le soir même, après avoir récupéré les preuves cachées par sa mère. Mais avant cela, elle devait s'assurer que justice serait rendue. Car Marie Martin ne pouvait pas être morte en vain. L'aube du 15 octobre 1909 se leva sur Bordeaux dans une brume épaisse qui montait de la Garonne, enveloppant la ville d'un linceul grisâtre. Dans la demeure des Lefebvre, Sophie s'éveilla avec la ferme résolution de mener à bien son plan avant la tombée de la nuit. Elle avait passé les dernières heures de la nuit à réfléchir à chaque détail, pesant les risques et les opportunités qui s'offraient à elle. La matinée s'annonçait particulièrement favorable à ses desseins. Monsieur Lefebvre devait se rendre à son bureau du port pour surveiller l'arrivée d'une cargaison en provenance du Médoc. Madame Lefebvre avait prévu une visite chez sa modiste pour les derniers essayages de sa robe d'hiver, et Bernard accompagnait Louise à une matinée musicale chez les Montaigne, une famille de la haute bourgeoisie bordelaise. Seule la petite Claire resterait à la demeure, confiée aux soins de Madame Roux et des domestiques. Cette situation offrait à Sophie l'occasion rêvée de fouiller l'ancienne chambre de sa mère, située dans une aile désaffectée du 2e étage. Après avoir servi le petit déjeuner et terminé ses tâches matinales habituelles, Sophie attendit que le calme se soit installé dans la maison. Vers 10 heures, quand les dernières voitures de la famille eurent quitté la cour pavée, elle gravit discrètement l'escalier principal, ses chaussures de cuir usées ne produisant qu'un murmure sur les marches de marbre. L'ancienne chambre de Marie Martin se trouvait au fond d'un couloir peu fréquenté, dans une partie de la demeure réservée autrefois aux gouvernantes et aux précepteurs. La porte de bois sombre, ornée d'une poignée de laiton terni, n'avait manifestement pas été ouverte depuis des mois. Sophie tourna délicatement la clé qu'elle avait subtilisée au trousseau de Madame Roux et pénétra dans la pièce. L'atmosphère y était lourde et confinée, chargée de cette odeur particulière des lieux longtemps fermés. Les rideaux de coton tiré plongeaient la chambre dans une pénombre dorée, où dansaient des particules de poussière soulevées par l'ouverture de la porte. Le mobilier simple, un lit de fer, une armoire de bois blanc, une table de toilette avec son miroir piqué, témoignaient de la condition modeste de celle qui avait vécu là. Sophie s'agenouilla près de la fenêtre et examina le parquet de chêne usé. Ses doigts explorèrent chaque lame, cherchant celle qui grinçait selon la description de sa mère. Près du mur, sous la fenêtre qui donnait sur les jardins, elle découvrit enfin ce qu'elle cherchait. Une planche légèrement disjointe qui bougeait sous la pression. À l'aide d'un coupe-papier trouvé sur la table de toilette, elle souleva délicatement la lame de parquet. Dans la cavité ainsi révélée, soigneusement enveloppée dans un morceau de toile cirée, se trouvait un petit paquet. Les mains tremblantes d'émotion, Sophie défit l'emballage et découvrit son contenu. Il y avait d'abord plusieurs lettres, rédigées dans cette écriture élégante qu'elle reconnaissait comme étant celles de Laurent Lefebvre. Elles dataient de 14 ans auparavant,
et témoignait d'une passion amoureuse que Sophie n'aurait jamais soupçonnée chez cet homme froid et calculateur. « Ma très chère Marie, les heures passées loin de vous me semblent des siècles. Votre douceur et votre beauté hantent mes pensées du matin au soir. Je rêve du jour où nous pourrons nous retrouver sans contrainte, loin des regards indiscrets et des conventions sociales qui nous séparent. Votre Laurent, qui vous aime. » D'autres lettres suivaient, révélant la progression de leur relation secrète, puis l'annonce de la grossesse de Marie et la réaction de Laurent face à cette nouvelle. Le ton des missives changeait graduellement, passant de la passion à l'inquiétude, puis à la froideur. « Marie, la situation devient impossible. Ma position sociale, mes affaires, ma famille, tout cela ne peut être mis en péril par notre liaison. Je vous ai trouvé un logement discret dans le faubourg de la Bastide, où vous pourrez élever l'enfant. Je pourvoirai à vos besoins, mais nous ne devons plus nous voir. Laurent. » La dernière lettre, datée de quelques semaines seulement, était d'une toute autre nature. « Marie, votre récente indiscrétion concernant mes activités professionnelles me place dans une position impossible. Vous comprenez certainement que certains secrets ne peuvent être révélés sans mettre en danger des vies humaines et des intérêts supérieurs. Je vous demande de garder le silence sur ce que vous avez vu et entendu. En échange, je m'engage à assurer l'avenir de Sophie dans ma propre demeure, elle Lefebvre. » Mais ce qui fit véritablement frissonner Sophie, c'étaient les documents qui accompagnaient ces lettres, des copies de télégrammes en allemand, des plans rudimentaires de fortification, des listes de noms avec des annotations en marge. Tout cela constituait les preuves irréfutables de l'activité d'espionnage de Laurent Lefebvre au profit de l'Empire allemand. Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Rapidement, elle glissa les documents dans son corsage et remit la lame de parquet en place. Mais quand elle se releva, elle se retrouva face à Louise Lefebvre, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Sophie, que faites-vous dans cette chambre ?» La jeune fille était rentrée plus tôt que prévu de sa matinée musicale, vêtue d'une élégante robe de laine bleu marine qui mettait en valeur ses yeux verts. Son chapeau à plumes, légèrement de travers, indiquait qu'elle était montée précipitamment. « Mademoiselle Louise, Madame Roux m'avait demandé de vérifier l'état de cette chambre pour un éventuel nouveau domestique. » Louise s'avança dans la pièce, son regard perçant scrutant chaque détail. Elle était intelligente, Sophie le savait, et il ne serait pas facile de la tromper. « Madame Roux n'engage jamais de domestique sans en parler d'abord à maman. Et cette chambre est fermée depuis que votre mère l'a quittée. » Les deux jeunes filles se dévisagèrent en silence. Dans les yeux de Louise, Sophie crut déceler quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. De la compassion, mêlée à une curiosité intense. « Sophie, » reprit Louise d'une voix plus douce, « vous cherchiez quelque chose qui appartenait à votre mère, n'est-ce pas ?» La question était si directe que Sophie ne put réprimer un tressaillement. Elle acquiesça silencieusement, ne sachant trop comment réagir face à cette perspicacité inattendue. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette maison, » continua Louise en s'asseyant sur le lit défait. « Des conversations qui s'interrompent quand j'arrive, des visiteurs nocturnes, des regards échangés entre papa et Bernard, et puis votre ressemblance avec papa. Vous avez les mêmes yeux, la même forme de main. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Si Louise avait remarqué ces détails, combien d'autres personnes avaient fait le même constat? « Vous pensez que monsieur votre père et ma mère ?» balbutia Sophie. « Je pense que beaucoup de choses ne sont pas ce qu'elles semblent être dans cette famille, » répondit Louise avec une maturité surprenante pour ses 15 ans. « Et je pense aussi que votre mère n'est pas partie volontairement pour Marseille. » Les deux jeunes filles se regardèrent longuement, établissant une communication silencieuse où se mêlaient la méfiance et une forme de compréhension mutuelle. « Que comptez-vous faire ?» demanda finalement Louise. « Je ne sais pas, » avoua Sophie. « Je cherche la vérité sur ce qui est arrivé à ma mère, mais c'est dangereux et je ne veux compromettre personne d'autre. » Louise se leva et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur les jardins. Dehors,
Les jardiniers taillaient les rosiers en prévision de l'hiver, leurs gestes méticuleux contrastant avec le trouble qui régnait dans la chambre. « Sophie, dit-elle sans se retourner, si je vous aidais, me diriez-vous tout ce que vous savez? Pourquoi m'aideriez-vous? Parce que je refuse de vivre dans le mensonge plus longtemps. Parce que si papa a fait quelque chose de mal, je veux le savoir. Et parce que... » Elle se tourna vers Sophie avec un sourire triste. « Si vous êtes vraiment ma demi-sœur, alors nous devons nous serrer les coudes. » Cette proposition inattendue bouleversa Sophie. Elle qui se croyait seule au monde, découvrait soudain une alliée dans la personne qu'elle aurait le moins soupçonnée, la fille légitime de Laurent Lefebvre. « Il y a des choses terribles, Louise, des choses qui pourraient détruire votre famille. Ma famille est peut-être déjà détruite, Sophie. Le mensonge est un poison qui ronge tout sur son passage. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Sophie prit une décision qui allait changer le cours des événements. Elle sortit de son corsage les documents qu'elle venait de découvrir et les montra à Louise. La réaction de la jeune fille fut immédiate. Son visage pâlit et ses mains se mirent à trembler. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en parcourant les lettres. « Papa et votre mère, et ces documents en allemand, qu'est-ce que cela signifie ?» Sophie lui expliqua tout. La conversation qu'elle avait surprise entre Laurent Lefebvre et R. Wagner, les soupçons concernant la mort de sa mère, le réseau d'espionnage au profit de l'Allemagne. Louise l'écouta sans l'interrompre, son visage se décomposant au fur et à mesure des révélations. « C'est donc cela, dit-elle finalement d'une voix blanche. Ces voyages fréquents vers l'Est, ces caisses qui arrivent la nuit, ces hommes à l'accent étranger qui viennent parfois voir papa. Ils vendent des secrets militaires aux Allemands. Et ma mère l'a découvert. C'est pour cela qu'elle a disparu. » Louise se prit la tête entre les mains, accablée par le poids de ces révélations. « Il faut prévenir les autorités, dit-elle finalement. Si papa trahit la France, il faut l'arrêter. Avec quelle preuve? Objecta Sophie. Ces documents pourraient avoir été falsifiés. Et qui croira une domestique et une jeune fille contre un notable respecté de Bordeaux? Non, il nous faut des preuves irréfutables. Alors que proposez-vous? Sophie réfléchit rapidement. Les pièces du puzzle se mettaient peu à peu en place dans son esprit. Ce soir, votre père doit recevoir R. Wagner. J'ai entendu parler d'une livraison importante qui doit avoir lieu. Si nous pouvions surprendre cette transaction, photographier les documents échangés... Le photographe, s'exclama Louise. Monsieur Dubois a laissé son matériel dans le salon. Il doit revenir demain pour le récupérer. L'après-midi s'écoula dans une atmosphère tendue. Sophie et Louise avaient mis au point un plan audacieux mais risqué. Elles profiteraient du dîner familial pour installer l'appareil photographique dans le bureau de Laurent Lefebvre, dissimulé derrière les lourds rideaux de velours rouge qui encadraient la fenêtre donnant sur le jardin. Quand le soir arriva, Sophie servait à table comme à l'accoutumée, mais son cœur battait si fort qu'elle craignait que tout le monde l'entende. Laurent Lefebvre semblait particulièrement nerveux, consultant sans cesse sa montre à gousset et jetant des regards vers les fenêtres. « Papa, dit innocemment Louise, vous attendez de la visite ce soir? Quelques associés allemands pour discuter d'affaires viticoles, répondit-il sèchement. Rien qui puisse intéresser une jeune fille. Madame Lefebvre, qui brodait près de la cheminée, leva les yeux de son ouvrage. « Ces Allemands me mettent mal à l'aise, Laurent. Avec toutes ces tensions en Europe, Isabelle, je vous prie de ne pas mêler la politique aux affaires. Ces messieurs sont d'excellents clients. » Mais Sophie avait remarqué la sueur qui perlait sur le front de Laurent Lefebvre malgré la fraîcheur automnale. Elle avait également noté comment Bernard évitait soigneusement son regard depuis le début du repas. Vers 22 heures, quand la famille se retira dans ses appartements, Sophie et Louise mirent leur plan à exécution. Elles descendirent silencieusement au salon, récupérèrent l'appareil photographique de M. Dubois et l'installèrent dans le bureau de Laurent Lefebvre. L'objectif, dissimulé entre les plis du rideau, était orienté vers le bureau où devait avoir lieu la transaction. « J'espère que nous arriverons à prendre des clichés nets dans cette pénombre. »
chuchota Louise en ajustant l'angle de l'appareil. « Il faudra attendre le bon moment, » répondit Sophie. « Quand ils allumeront la lampe du bureau pour examiner les documents. » Elles remontèrent ensuite dans leurs chambres respectives, mais aucune des deux ne ferma l'œil. Vers minuit, le bruit d'une voiture qui s'arrêtait dans la cour les fit bondir de leur lit. Herr Wagner était arrivé, accompagné d'un autre homme dont elle ne distinguait pas les traits dans l'obscurité. Sophie se glissa hors de sa chambre et descendit silencieusement vers le bureau. Par l'entrebâillement de la porte, elle pouvait voir les trois hommes installés autour du bureau de Laurent Lefebvre. Une lampe à pétrole projetait leurs ombres déformées sur les murs lambrissés. « Les informations sur les nouvelles fortifications de Verdun », disait Herr Wagner en allemand, langue que Sophie comprenait partiellement grâce aux leçons données autrefois par sa mère. « Nos amis de Berlin sont très intéressés. » Laurent Lefebvre ouvrit un tiroir secret de son bureau et en sortit plusieurs documents qu'il étala sur le cuir vert de son sous-main. À la lueur de la lampe, Sophie pouvait distinguer des plans, des schémas, des annotations manuscrites. « Voici tout ce que vous avez demandé, » dit Laurent en français. « Les positions d'artillerie, les effectifs, les points faibles de la ligne de défense. Mon contact au ministère de la Guerre a été très coopératif. L'appareil photographique, actionné par Louise depuis sa position derrière le rideau, déclencha son obturateur dans un léger déclic. Les trois hommes se figèrent, tendant l'oreille. « Qu'est-ce que c'était » demanda le troisième homme, qui n'avait pas encore parlé. « Probablement la charpente qui travaille » répondit Laurent, mais sa voix trahissait son inquiétude. « Cette vieille maison fait toujours du bruit la nuit. » Ils reprirent leur transaction, mais Sophie remarqua qu'ils parlaient maintenant à voix plus basse. Herr Wagner sortit de sa mallette une liasse de billets de banque qu'il posa sur le bureau. 20 000 francs, comme convenu. Et voici les instructions pour la prochaine livraison. Il tendit à Laurent Lefebvre une enveloppe cachetée. Au moment où celui-ci l'ouvrait, l'appareil photographique déclencha une seconde fois. Cette fois, le déclic fut plus audible. Les trois hommes bondirent sur leurs pieds. Herr Wagner sortit un revolver de sous sa veste et le pointa vers la fenêtre. « Il y a quelqu'un derrière ces rideaux !» Laurent Lefebvre se dirigea rapidement vers la fenêtre et écarta brutalement les rideaux, révélant Louise terrifiée, l'appareil photographique entre les mains. « Louise, mais que diable faites-vous là ?» La jeune fille, paralysée par la peur, ne parvint pas à articuler un mot. Son père l'attrapa par le bras et la tira vers le centre de la pièce. « Expliquez-vous, depuis combien de temps êtes-vous là ?»« Papa, je... » balbutia Louise, les larmes aux yeux. « Elle a tout entendu, » constata froidement Herr Wagner, et elle a pris des photographies. Le troisième homme, un colosse aux cheveux blonds et aux yeux froids, s'approcha de Louise d'un air menaçant. « Que fait-on d'elle, Herr Lefebvre ?» Laurent Lefebvre contempla sa fille avec une expression mêlant la colère et le désespoir. Dans ses yeux, Sophie lut quelque chose qui la glaça. L'homme était capable de tout pour protéger ses secrets, même de s'en prendre à sa propre fille. « Il faut réfléchir, » dit-il finalement. « Louise est ma fille. Je ne peux pas... »« Votre fille connaît maintenant toute l'opération, » coupa Herr Wagner. « Elle représente un danger mortel pour le réseau. Vous savez ce qu'il faut faire. » C'est à ce moment que Sophie prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle sortit de sa cachette et entra dans le bureau, se plaçant résolument entre Louise et les trois hommes. « Laissez-la tranquille, » dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre ferme. « C'est moi qui ai organisé cette surveillance. » Les quatre personnes présentes se tournèrent vers elle avec stupéfaction. Laurent Lefebvre la dévisagea avec une intensité particulière, comme s'il la voyait pour la première fois. « Sophie, qu'est-ce que vous faites là ? » « Je cherche la vérité sur ce qui est arrivé à ma mère, monsieur. Et maintenant, je l'ai trouvée. » Elle sortit de son corsage la lettre de Marie Martin et les documents découverts dans l'ancienne chambre, les brandissant devant les trois hommes. « Marie Martin était votre maîtresse, monsieur Lefebvre. Elle était aussi ma mère, et vous l'avez tuée parce qu'elle avait découvert vos activités d'espionnage. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Laurent Lefebvre fixa Sophie avec une expression indéchiffrable, où se mêlaient le choc, la reconnaissance et quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Mes yeux, » murmura-t-il. « Ces yeux
Oui, répondit Sophie avec défi, j'ai vos yeux, parce que vous êtes mon père. Le père qui a abandonné ma mère quand elle était enceinte et qui l'a tuée quand elle est devenue gênante. Herr Wagner éclata d'un rire froid. Quelle touchante réunion de famille, mais cette comédie a assez duré, ces deux petites en savent trop. Il faut s'en débarrasser définitivement. Il arma son revolver et le pointa vers Sophie. Mais au moment où son doigt se crispait sur la détente, Laurent Lefebvre se jeta devant elle. « Non, pas elle !» La détonation résonna dans la nuit bordelaise comme un coup de tonnerre. Laurent Lefebvre s'effondra, une tache de sang s'élargissant sur sa chemise blanche. Dans ses yeux mourants, Sophie lut enfin ce qu'elle avait espéré y voir toute sa vie, de l'amour paternel. « Sophie, » murmura-t-il dans un souffle, « pardonne-moi, ta mère. Je l'aimais, mais j'étais lâche, si lâche. » Les derniers mots de Laurent Lefebvre furent pour implorer le pardon de la fille qu'il n'avait jamais reconnue, mais pour laquelle il venait de donner sa vie. Herr Wagner, fou de rage d'avoir tué celui qui était leur principal contact en France, se tourna vers les deux jeunes filles. « Maintenant, vous allez payer pour tout le mal que vous venez de causer. » Mais au moment où il levait son arme, la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Bernard Lefebvre fit irruption dans la pièce, suivi de plusieurs gendarmes en uniforme bleu. « Police ! Personne ne bouge !» La suite se déroula dans une confusion totale. Herr Wagner et son complice tentèrent de résister, mais furent rapidement maîtrisés par les forces de l'ordre. Sophie et Louise, enlacées, pleuraient ensemble près du corps de Laurent Lefebvre. « Comment avez-vous su ?» demanda Sophie à Bernard. Le jeune homme, le visage ravagé par l'émotion, s'agenouilla près du corps de son père. « J'ai fini par comprendre dans quoi papa s'était embarqué, » expliqua-t-il d'une voix brisée. « Depuis des mois, je cherchais des preuves pour le faire arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Quand j'ai vu que vous enquêtiez de votre côté, j'ai décidé d'alerter les autorités. » Il se tourna vers Sophie avec des yeux pleins de larmes. « Je sais qui vous êtes, Sophie. J'ai toujours su que vous étiez ma demi-sœur. Papa vous ressemble trop pour que ce soit une coïncidence. » 6 mois plus tard, le procès de l'affaire Lefebvre défrayait la chronique dans toute la France. Les journaux parisiens avaient dépêché leurs meilleurs reporters à Bordeaux pour couvrir ce qui était devenu le scandale d'espionnage du siècle. Les révélations sur le réseau dirigé par Laurent Lefebvre avaient mis au jour une vaste organisation de traîtres qui s'étendait de Strasbourg à Marseille, compromettant la sécurité nationale à un moment où les tensions avec l'Allemagne ne cessaient de croître. Dans le box des témoins du palais de justice de Bordeaux, Sophie Martin, elle avait repris le nom de sa mère, témoignait devant une salle comble. Vêtue d'une simple robe noire qui contrastait avec ses cheveux bruns soigneusement coiffés, elle incarnait la dignité dans l'épreuve. À 19 ans maintenant, elle avait acquis une maturité que les événements tragiques avaient forgée. « Mademoiselle Martin, » l'interrogeait Maître Durand, l'avocat général, « pouvez-vous nous expliquer comment vous avez découvert les activités d'espionnage du défunt Laurent Lefebvre ?» Sophie posa les yeux sur l'assistance où elle reconnut plusieurs visages familiers. Louise et Bernard Lefebvre, assis au premier rang, Marguerite la cuisinière, les domestiques de l'ancienne demeure, et même Madame Pauline, la blanchisseuse qui avait connu sa mère. Tout a commencé par ma volonté de découvrir la vérité sur la disparition de ma mère, Marie Martin, commença-t-elle d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de la salle. Elle avait laissé des indices, des preuves cachées qui m'ont mené sur la piste des activités criminelles de Monsieur Lefebvre. Elle raconta par le menu les événements de cette nuit tragique d'octobre 1909. La découverte des documents, l'alliance inattendue avec Louise, la surveillance de la transaction avec les agents allemands, et finalement la mort de Laurent Lefebvre qui s'était sacrifié pour la sauver. Dans l'assistance, des murmures s'élevaient. L'histoire de cette jeune femme qui avait risqué sa vie pour démasquer un réseau d'espionnage, fascination et émotion le public. Mais Sophie n'avait pas terminé son témoignage. « Il y a autre chose que je dois révéler à cette cour, » continua-t-elle en fixant le juge d'un regard déterminé. « Laurent Lefebvre était mon père biologique. Ma mère, Marie Martin, avait eu une liaison avec lui 14 ans auparavant.
Quand elle a découvert ses activités de trahison, elle a tenté de le faire chanter pour assurer mon avenir. C'est pour cette raison qu'il l'a fait tuer. » Un silence stupéfait accueillit cette révélation. Dans la salle, Louise Lefebvre se leva brusquement et cria « Sophie dit la vérité! Elle est ma sœur, et nous l'accueillerons dans notre famille avec l'honneur qu'elle mérite. » Le président du tribunal dut rappeler à l'ordre l'assistance qui s'agitait. Mais ce geste spontané de Louise marquait un tournant dans l'affaire. La famille Lefebvre, malgré la honte qui s'abattait sur leur nom, choisissait de reconnaître Sophie et de réparer autant que possible les erreurs du passé. Le procès se poursuivit pendant plusieurs semaines. R. Wagner et ses complices furent condamnés à mort, leur sentence étant commuée en travaux forcés à vie. Le réseau d'espionnage fut démantelé et plusieurs personnalités françaises compromises furent arrêtées. Mais c'est l'épilogue de cette histoire qui marqua le plus les esprits. Madame Lefebvre, bien qu'accablée par les révélations sur les crimes de son époux, eut le courage de reconnaître Sophie comme sa belle-fille. La demeure des Chartrons fut vendue et la famille s'installa dans une propriété plus modeste du Médoc. Sophie, qui avait hérité d'une part des biens de Laurent Lefebvre, choisit de consacrer sa fortune à des œuvres charitables. Elle fonda un orphelinat pour les enfants abandonnés de Bordeaux, qu'elle nomma la Maison Marie-Martin, en hommage à sa mère. Bernard, accablé par la honte du nom familial, s'engagea dans l'armée française. Il devait mourir héroïquement en 1914, lors des premiers combats de la Grande Guerre, comme pour racheter la trahison de son père par son sacrifice. Louise devint l'amie la plus proche et la sœur de cœur de Sophie. Ensemble, elles travaillèrent à reconstruire l'honneur de la famille Lefebvre, montrant qu'un nom souillé par la trahison pouvait être lavé par le courage et la vérité. Quant à Sophie, elle ne se maria jamais. Elle consacra sa vie aux enfants abandonnés et aux causes justes, devenant une figure respectée de la société bordelaise. Dans son bureau de l'orphelinat, elle conservait toujours le médaillon de sa mère, ce petit bijou terni qui avait été le fil conducteur de sa quête de vérité. Les soirs d'automne, quand la brume montait de la Garonne et enveloppait Bordeaux de ses voiles gris, Sophie aimait se promener sur les quais où sa mère avait autrefois travaillé. Elle pensait à Marie Martin, à cette femme courageuse qui avait payé de sa vie sa volonté de faire triompher la justice. Et parfois, dans le murmure du vent dans les platanes, elle croyait entendre la voix de sa mère qui lui disait « Ma chère petite Sophie, tu as vengé ma mort et honoré ma mémoire. Maintenant, vis ta vie avec la fierté d'avoir choisi le bon chemin. » Car c'était bien cela la leçon de cette tragique histoire. Dans un monde où les apparences trompent et où les puissants croient pouvoir écraser les faibles, seul le courage et la vérité permettent de faire triompher la justice. Sophie Martin l'avait appris à ses dépens, mais elle en était sortie grandie, transformant sa douleur en force pour aider les autres. La photographie de 1909, qui avait immortalisé un moment de mensonge et d'oppression, était devenue le symbole d'une libération. Dans les archives du palais de justice de Bordeaux, elle témoignait encore, des décennies plus tard, qu'aucun secret, si bien gardé soit-il, ne résiste éternellement à la détermination de ceux qui cherchent la vérité. Et dans les rues de Bordeaux, quand les anciens parlaient encore de l'affaire Lefebvre, ils évoquaient toujours avec respect le nom de Sophie Martin, cette jeune femme qui avait eu le courage de défier les puissants pour honorer la mémoire de sa mère et servir la justice de son pays. Le médaillon de Marie Martin, ce petit bijou qui avait traversé tant d'épreuves, continuait de briller discrètement sur la poitrine de Sophie. Il était devenu le symbole d'un amour maternel plus fort que la mort, et d'une vérité qui finit toujours par triompher, même dans les circonstances les plus sombres. Ainsi se termina l'histoire de Sophie Martin et de la famille Lefebvre, dans cette France de la Belle Époque où les passions et les secrets se mêlaient aux grands enjeux de l'histoire. Une histoire de trahison et de rédemption, de mensonge et de vérité, qui rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la justice peuvent l'emporter sur l'oppression et le mal. Dans les années qui suivirent, quand l'Europe s'embrasa dans la Grande Guerre et que la France eut besoin de tous ses enfants pour défendre sa liberté,
l'histoire de Sophie Martin devint un exemple de patriotisme et de courage. Car cette jeune femme qui avait démaqué un réseau d'espionnage au péril de sa vie incarnait les valeurs de cette République française qui, malgré ses faiblesses et ses contradictions, savait encore produire des héros. Et aujourd'hui encore, quand on évoque les grands faits divers de la Belle Époque, le nom de Sophie Martin résonne comme celui d'une femme exceptionnelle qui a su transformer sa douleur personnelle en combat pour la justice. Son histoire nous rappelle que dans la vie comme dans l'histoire, ce sont souvent les plus humbles qui accomplissent les plus grands actes de bravoure. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.